De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Mahamat Zang, enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'Université Paris 1, Raphaël Elono, écrivain, Dianzia Oris Armel Bonmoulou, politologue. Tout de suite, le grand angle. Alors, les patrons d'entreprises publiques d'Afrique du Sud poussés vers la porte de sortie, décision de l'administration Ramaphosa qui opère un profond renouvellement de la direction de ces sociétés. La plus symbolique est le géant de l'électricité Eskom au bord de la faillite, des compagnies endettées et gangrénées par une corruption généralisée. Les mots du gouvernement. Solène Duplessis. Remaniement à la direction de plusieurs entreprises publiques sud-africaines, des entreprises publiques endettées et gangrénées par la corruption. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ainsi confirmé ce jeudi 24 mai la nomination de Phakamani Adebe à la tête de l'entreprise publique d'électricité Eskom. Changement de conseil d'administration également chez l'armurier public d'Enel, le géant des transports Transnet et la compagnie aérienne South Africa Express Airways au cœur d'affaires de corruption impliquant l'ancien président Jacob Zuma. Actuellement, un nombre d'entreprises publiques connaissent des problèmes financiers, opérationnels et de gouvernance. Cela a des retombées négatives sur l'économie. Les mauvais résultats de ces sociétés sont la conséquence d'une corruption généralisée et d'une mauvaise gestion. La lutte contre la corruption, le président sud-africain Cyril Ramaphosa en a fait l'une de ses priorités après avoir succédé à Jacob Zuma en février 2018. Le chef de l'État entend, grâce à ces changements à la direction de plusieurs entreprises publiques, restaurer la confiance des investisseurs et ainsi relancer l'économie du pays. Il faut avouer que l'économie sud-africaine est en train de traverser une passe difficile. Donc les mesures, ce n'est pas qu'au niveau des entreprises publiques, mais c'est au niveau de toutes les entreprises. Et pour ce qui est des entreprises publiques, la priorité, c'est l'Eskom. C'est l'Eskom qui est la plus grande entreprise. Et l'Eskom aussi, c'est l'entreprise qui fournit en énergie toutes les autres entreprises et beaucoup des pays de la région. Donc si l'Eskom venait à faire faillite pour des problèmes de gestion, pour des problèmes de management, ça risque d'entraîner toute l'économie sud-africaine et de déstabiliser toute la région de l'Afrique australe. L'assainissement des entreprises publiques nationales, une étape nécessaire à la reprise économique du pays, dont les prévisions de croissance pour 2018 ne dépassent pas les 1,4%. Alors, renouvellement donc de la direction des entreprises publiques en Afrique du Sud, de gouvernement sud-africain qui planche également sur une réforme agraire autorisée. Donc, il s'agit d'autoriser l'expropriation sans compensation des terres agricoles au profit de la majorité noire. Toute une politique finalement sociale. L'administration Ramaphosa multiplie donc les gestes. Et là, c'est un geste de plus en direction des électeurs perdus depuis ces dernières années. Oui, effectivement. Vous savez, dans les grandes économies où le capitalisme était très fort, souvent l'image du dirigeant a un impact sur la gestion des biens publics. Vous savez, l'économie de l'Afrique du Sud est une économie fondée sur le capitalisme d'État, c'est-à-dire l'État même détient le capital et les grandes entreprises publiques sont gérées non par l'État. Donc, l'arrivée au pouvoir de Ramaphosa doit trancher carrément avec tout le passé de corruption qu'a connu l'Afrique du Sud sous le mandat de Jacob Zuma. Et c'est ce qui a fait que l'ANC a perdu beaucoup d'électeurs aussi avec ces deux mandats qui ont été tachés de tellement de scandales. Alors, comme je disais, l'avantage pour l'ANC, c'est que Ramaphosa et Jacob Zuma sont des personnalités carrément opposées. Tandis que Zuma est un analphabète qui n'est pas allé à l'école, Ramaphosa, lui, il est avocat. Ça compte déjà pour l'image et pour l'exemple que ça va donner. Zuma est quelqu'un de courageux, mais il n'a pas fait l'école. De deux, Ramaphosa est le premier milliardaire noir d'Afrique du Sud, de l'histoire d'Afrique du Sud. Tandis que Zuma ne l'était pas. Donc cette nouvelle image du chef de l'État va carrément jouer aura une influence sur la gestion étatique. Donc c'est ce qui est vraiment à saluer. Et le fait même d'avoir déjà pensé à instaurer un nouveau style de leadership à la tête des grandes entreprises sud-africaines va vraiment non seulement permettre au pays de lutter contre la corruption, et va aussi permettre à l'ANC d'avoir un peu plus de prestige aux yeux des Sud-Africains.
Alors quand même, véritable politique anticorruption ou geste purement symbolique à moins de 2 ans des élections générales? Non, cela s'inscrit, n'est-ce pas, dans la bonne direction. Mais il y a un véritable problème en Afrique du Sud, c'est la répartition des terres. On a vu comment l'ancien président zimbabwéen s'est attaqué à la question et à quoi ça a abouti. Donc l'ANC n'a pas encore réglé ce problème-là qui est extrêmement important et je crois qu'ils sont en train de changer la loi pour, n'est-ce pas, pouvoir confisquer sans indemnisation les terres. Deuxième chose, l'Afrique du Sud est quand même la 2e économie du continent, après le Nigeria. Et son poids est si important que si ce géant-là tombe malade, c'est toute la sous-région et toute l'Afrique qui va en pâtir énormément. Et maintenant, il convient de suivre ce que fait le président, qui fête, je crois qu'il y a quelques jours, c'est 100 jours. Absolument. Voilà, pour qu'il puisse donner un signal très très fort à l'ensemble de la population sud-africaine afin qu'elle se mette à espérer, quoi. Raphaël Eleonore, alors là justement un geste très fort et il a été pris la veille des 100 jours du président Ramaphosa à la tête de l'Afrique du Sud. Oui, c'est un geste très fort et nécessaire pour redorer le blason de l'ANC. Et puis, vous voyez bien que pour que ça aboutisse, il faudrait donner encore plus de force à la justice. Parce que le plus souvent en Afrique, la justice, au lieu d'être un pouvoir, est souvent une autorité. Et ce qui fait qu'elle travaille souvent de connivence avec les pouvoirs en place et n'arrive pas à punir sévèrement. Et puis, quand on nomme des gens à la tête des entreprises, le plus souvent on les oublie. Et à force d'oublier les gens à la tête de ces entreprises-là, ils arrivent à s'identifier à ces entreprises-là, ils les gèrent comme si c'était leur propriété à eux. Donc il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose pour que les Sud-Africains fassent encore confiance à ce parti-là. Parce qu'on a vu le geste fort que Nelson Mandela avait pu faire, malgré toutes ces années de souffrance, quand il est arrivé au pouvoir, on avait cru qu'il allait se retourner contre cette partie blanche qu'il avait tant maltraitée. Au contraire, il a prononcé des paroles apaisantes en leur disant que où voulez-vous qu'ils aillent, ce sont nos frères, pardonnons-leur. Et il n'est pas resté au pouvoir longtemps, il a passé la main. Et lorsque les autres arrivent, c'est pour cela que je ne partage pas tout à fait l'idée du politologue quand il dit que tel, parce que c'est ça le problème en Afrique. On parle toujours tel a fait l'école, tel n'a pas fait l'école. On a vu un premier ministre français ici qui n'avait qu'un CAP. Il a dirigé quand même le gouvernement de la 5e puissance du monde. Ce n'est pas un problème d'aller à l'école ou pas, c'est un problème tout simplement de sagesse. Parce que moi, je fais toujours la différence entre la sagesse et l'intelligence. Pour moi, l'intelligence est souvent démoniaque. Et la sagesse, pour moi, elle est divine. Donc, quand on est un sage, et le plus souvent en Afrique, on aime bien se dire sage africain. Et quand on voit ce qualificatif, il est donné par ceux qui viennent nous truander. Et c'est eux qui nous appellent des sages pour mieux nous truander. Mais quand on est vraiment un sage, on dirige les choses comme il se doit. On réfléchit et on met en place des politiques capables d'amener le peuple vers le haut. Au lieu de... Parce que des gens, ça ce sont des ennemis de l'Afrique et les ennemis de leur propre pays, de leur propre peuple. Quand on vous place à la tête d'une entreprise, vous vous mettez à voler, à piller cette entreprise-là comme ils le font, ce n'est pas normal. Ces gens-là méritent même vraiment des punitions très sévères. Alors justement, Dianzia Ruiz-Armel Bongoulou, que vont devenir ces ex-patrons désormais mis dehors? Moi, j'aimerais d'abord préciser une chose. Oui. Lorsque j'ai dit tout à l'heure que Zuma n'a pas reçu une formation académique, ce n'était pas nous faire la polémique, mais ce n'était pas c'était pas péjoratif à son égard. Mais cet état de fait a beaucoup joué sur la vie politique même du parti, sur la mauvaise image du parti. Voilà, c'est ce que je voulais juste préciser. Mais il a des conseils. Voilà, non seulement un. De deux, le président Zuma est un polygame. Le président Zuma n'a plus à une dizaine de femmes et une vingtaine d'enfants. Il est toujours impliqué dans des scandales d'argent. Donc, du coup, c'est pas lié au fait qu'il ait fait de Afrique, je tiens à préciser qu'il y a eu plein de grands hommes dans le monde comme en Afrique qui n'avaient pas de grands diplômes. Comme on voit Lula au Brésil, Mao Tse-tung en Chine, on voit même Houphouët-Boigny n'avait pas. Bon, c'était un parcours colonial qui n'était pas...
qui était insignifiant en comparant au parcours actuel. Donc je disais donc que c'est quelqu'un qui était tellement dans la tradition et tellement dans la corruption que ces mœurs, ces mentalités-là ont eu un impact négatif. Par exemple, le coût du budget de l'État pour ses enfants et pour sa femme s'est élevé à 150 millions de rand par an. Juste pour sa femme, pour ses femmes et pour ses nombreux enfants. Il a été même impliqué dans des problèmes de mœurs que je n'ose pas non dire sur ce plateau. On en a parlé déjà de nombreuses reprises sur ce plateau. C'est pour dire que ça a eu un impact négatif. Ça, il faut le reconnaître. Enfin, en tout cas, la corruption, ça n'a pas de lien avec le fait qu'il a fait de longues études ou pas. Voilà, non, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est d'accord, polémiquer. Donc là, vous m'excusez sur ce. Merci d'avoir éclairci ce point. Monsieur Obama avait dit que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Ouais. Et puis le fait de ne pas avoir fait d'études ne change pas grand-chose. Si on est intègre, si on est honnête, si on gère bien les finances publiques, vous l'avez dit, le président de la République a des conseillers, des cabinets, des ministres qui sont tout à fait compétents, qui peuvent l'aider dans son travail. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour polémiquer. Voilà, dans le cas Zuma, ça a eu un impact négatif et ça, il faut le reconnaître. Maintenant, revenons sur les grands patrons du fisc. Donc l'attitude même, le mandat, les 2 mandats du président ont été entachés de tellement de scandales que ça a eu des impacts sur les grands dirigeants des grandes entreprises. Par exemple, Tom Moyan, qui était le patron du fisc, a été même impliqué dans une affaire de plus de 50 millions de rentes qu'il a juste donné de façon illégale à une famille, par simple relation d'amitié. Et celui-là a été carrément démis de ses fonctions au profit de Macky Ngom. Non, le problème, c'est quoi? Est-ce que ces hommes-là seront poursuivis en justice? C'est toute la question. Voilà, toute la question. Ou bien maintenus ou bien relaxés pour une question de réconciliation au sein du parti. Là, il reviendra maintenant au président et à la justice non sud-africaine de trancher sur ce fait-là. Merci. On aura bien sûr l'occasion de suivre ce dossier de très très près. Merci à tous les 3 d'avoir participé à ce débat. Et demain, nous nous intéresserons à la question des enfants soldats. On n'a pas eu l'occasion d'en débattre, mais on en parlera demain, bien entendu. Mamad Zang, un grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Zianzia Oris Armel Bonhoulou, un grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes politologue. Raphaël Elolo, écrivain. Et je rappelle que vous êtes l'auteur d'Africa, Lève-toi et marche aux éditions Publibook. Oui, je tiens aussi à dire bonsoir à monsieur et madame Joly à Épinay-sur-Seine pour leur apporter mon soutien pour la rue des Preuves qu'ils traversent. Ils ont perdu un parent et ce n'est pas facile. Donc, pour leur dire que je suis avec eux. Merci, merci à vous. Et merci bien sûr à vous de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Très bonne soirée.